Nicolas, comment tu te sens? Tu es à l'instant présent, non? Par exemple, pour commencer. Bon, à l'instant présent, tout va bien quand on est sur un bateau. Enfin, tout dépend ce qu'on aime, hein, mais je trouve que naviguer, c'est quand même une des meilleures manières d'apaiser l'esprit, quoi. Alors évidemment, sauf quand on est dans une tempête, mais non, là, à l'instant, je vais bien. Moi, je vais bien dès que... Un jour, on m'a demandé si j'étais heureux, j'ai dit entre les gouttes. Pour être un peu heureux, si tant est que le mot soit bien défini, il faut faire abstraction de beaucoup de choses. C'est marrant d'ailleurs, parce qu'un jour, dans un bouquin, j'avais mis ça en exergue, j'avais mis le bonheur, c'est un état d'inconscience. Heureux, les simples d'esprit? Non, pas, oui, d'abord, je souhaite à tout le monde de passer par une phase de simple d'esprit, non pas au sens péjoratif, parce que être trop lucide, trop conscient, donne de la gravité. C'est pour ça que moi je revendique ma période d'insouciance. Je peux dire que je me foutais de tout, mais heureusement qu'on passe par là. Heureusement qu'on garde à un moment ou à un autre, pendant un temps, l'insouciance de l'enfance, de la jeunesse. Bon, ce qui est embêtant, c'est que si après les événements ne vous ouvrent pas les yeux et ne vous transforment pas un peu, c'est un peu ennuyeux. Mais moi je sais, j'ai appris, sinon tu te laisses emmener dans une forme de dépression, à me construire des moments très intenses de bien-être, soit dans une lecture, soit dans une rencontre, soit dans un échange, soit dans une contemplation, soit dans la pratique d'une discipline, voilà. Mais après, il y a 50 manières de répondre à la question. Comment on va? Bah, là, je vais bien, je suis pas malade, je suis sur un bateau mythique, dans un endroit merveilleux, voilà. Après, si tu regardes les choses d'un peu plus haut, tu te dis de quoi va être fait demain, à quoi sert ma vie, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, tous, on a des moments de lucidité qui peuvent être un peu angoissantes. Et moi, je suis dans une période, concernant mon engagement, un peu de désarroi, ce qui ne veut pas dire que je suis dans une période de reddition et de renoncement. Je me dis juste, quand je pense que, pour ne prendre que mon petit exemple, ça fait 30 ans que je me bats pour éviter qu'on se prenne un mur en pleine figure, avec d'autres bien entendu, je n'avais pas l'illusion et la naïveté de croire que j'y arriverais tout seul, que moi-même j'ai pris le relais de beaucoup de gens, et que pour finir, le mur se rapproche, et qu'on a même accéléré, et que le mur est encore plus épais que je le pensais, et qu'on va plus vite que quand j'ai commencé à dire qu'il faudrait peut-être déjà freiner et envisager peut-être de prendre. Donc à un moment ou à un autre, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Donc ça crée une forme oui, comment dire, de malaise. Parce que c'est aussi un sentiment d'échec, pas forcément personnel, mais collectif. Parce que autant c'est compréhensible parfois quand tu défends un intérêt particulier, une cause précise, de ne pas aboutir, mais quand tu défends un enjeu dont le bénéfice ou le préjudice sera pour chacun, dit autrement, personne n'a intérêt à échouer. Comme disait Martin Luther King, on est condamné à agir ensemble ou à tous crever comme des idiots. Tu te dis, quelque chose qui ne va pas, quoi. Ça ne devrait pas être si difficile. Et en fait, plus le phénomène avance, plus il est complexe, plus sa résolution est complexe, plus sa prise en compte est complexe. Et à un moment ou à un autre, ça devient tellement complexe que tu dis, c'est comme quand tu rentres d'une session de kitesurf, tu as fait tomber tes lignes dans les algues et que tu ramènes un espèce de gros boudin de lignes enchevêtrées de tous les côtés. Par quoi tu commences pour le démêler, quoi. Voilà. J'aime beaucoup cette métaphore du mur, parce que c'est une métaphore qui ressort souvent, et on pourrait dire, on peut le grimper ce mur, ou alors, vu qu'on accélère, on peut faire comme les avions. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin finalement d'accélérer de plus en plus? Est-ce que la solution, elle n'est pas dans la technique et dans la technologie?
Non, non seulement l'idée n'est pas d'accélérer, en tout cas, c'est peut-être, ou alors c'est ce que les sociologues appellent la tentation de la rue, c'est-à-dire quitte à en finir, on en finit plus vite, et buvons le vin jusqu'à la lie. Non, on a besoin non seulement, au sens propre comme au sens figuré, de décélérer, mais on a surtout besoin de changer de cap. C'est pour ça que quand j'ai fait ce livre et ce film, Le syndrome Titanic, la métaphore était parfaite. Ma crainte, c'était qu'une fois qu'on avait appréhendé l'obstacle, même en faisant machine arrière, on était lancé sur son air et l'issue était implacable. Et elle a été tragique pour tout le monde, quelle que soit sa classe sociale. Bon. Et voilà, mais quand j'ai fait Syndrome Titanic, parce que je voulais utiliser cette métaphore, parce que pour moi le Titanic, c'est la planète. Et à l'époque, quand le Titanic a été mis à l'eau, il y a quelques esprits qui se sont permis de mettre en doute son invulnérabilité par rapport à une collision possible avec les icebergs. Et ils ont été traités d'obscurantistes. Voilà. Et ben, quelqu'un disait, je ne sais plus qui a dit ça, mais ça me reviendra. Quand la Terre va exploser, la dernière chose qu'on entendra, c'est une voix d'expert qui dira « ce n'est pas possible ». Voilà. Je crois que c'est Peter Ustinov qui avait dit ça. Donc le bateau insubmersible, finalement, son premier voyage, il a coulé. On entend souvent dans l'histoire du Titanic que s'il avait percuté de plein fouet, on s'en serait sorti. Est-ce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse? Est-ce que ça peut nous sauver? Ou est-ce que tenter je sais pas, si derrière ça, ça veut dire que la meilleure manière pour nous faire réagir, ça va de s'en prendre plein la figure, puis là on sera obligé de réagir. C'est la fameuse phrase ce qui nous manque, c'est une bonne guerre. Voilà. Sauf qu'on n'a pas envie de faire partie de ceux qui vont crever dans les tranchées. Et en général, ceux qui crèvent dans les tranchées, c'est pas ceux forcément qui ont déclenché le front. Hein. Bon, donc, non. Et puis, encore une fois, on n'est pas face à une crise conventionnelle. C'est pas juste un conflit, c'est pas juste par définition une crise, c'est un mauvais moment à passer. Là, c'est pas un mauvais moment à passer, ça peut être la fin de quelque chose. Bon. Donc, pour revenir à la question, est-ce qu'il faut accélérer, est-ce qu'il faut essayer de sauter le mur? En l'état de nos connaissances, non. Ce qui est très important, c'est de prendre une autre direction, mais de prendre conscience aussi que justement, ce n'est pas la technologie et l'économie qui vont résoudre seul ça, puisque c'est notre technologie et nos économies qui sont à la cause de tout ça. Donc, alors ce n'est pas les outils en soi, c'est l'usage qu'on en a fait, bien entendu. Mais nous en avons suffisamment sous le pied pour faire un saut qualitatif collectif. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher de l'hélium-3 sur la Lune, comme certains voudraient le préconiser, ou de balancer de l'émail de fer dans les océans pour faire en sorte que le plancton stocke du CO2. Non, non, on a tout ce qu'il faut, mais il manque l'essentiel, enfin, il manque deux choses. D'abord le temps, on n'en a plus beaucoup. Et puis il manque une volonté, une intelligence collective. Et cela, une fois qu'on a dit ça, comment dans un monde qui est balkanisé culturellement, balkanisé, atomisé politiquement, idéologiquement, individuellement, puisqu'on est dans un monde quand même, on le veuille ou pas, les individualismes, les égoïsmes, les nationalismes ressurgissent de partout. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des élans de solidarité merveilleux qui sont des forces de rappel extraordinaires, mais pour l'instant, ce n'est pas elles qui sont la force principale. Ce n'est pas elles qui donnent le cap encore. Peut-être qu'elles vont infléchir. Voilà. Mais comment on fait en sorte, dans ce monde qui se repaît de ces divisions, qui s'en régale, qui les organise, y compris sur des futilités, comment on fait tout d'un coup pour qu'on regarde dans le même sens, qu'on rame dans le même sens? Voilà. C'est la seule question. Parce qu'on n'a pas besoin de plus d'argent, l'argent, il faut le chercher là où il est, l'affecter à ce qui est nécessaire, l'enlever là où il n'est pas nécessaire. En technologie, sur les grands sujets alimentaires, énergétiques,
je dirais même médicaux, on en a déjà beaucoup. Après, la science, elle continuera à avancer. La science ne peut pas l'empêcher d'avancer. Par contre, l'utilisation qu'on en fait, c'est à nous de décider. Ce n'est pas la science qui pose problème, c'est l'usage qu'on en fait. Et si la science, comme ça a été le cas depuis 150 ans, finit par nous tourner la tête, au point, comme dit Jean Rostand, de penser que nous sommes des dieux alors que nous ne sommes que des hommes, c'est toute la problématique de notre époque. Donc encore une fois, l'urgence, alors on a besoin de recherche, évidemment, par exemple, l'Europe devrait mettre le paquet sur le stockage des énergies intermittentes, parce que c'est quand même un peu un maillon faible des énergies renouvelables, le paquet sur les batteries pour avoir des batteries totalement recyclables et qui utilisent des matériaux qui ne sont pas préjudiciables à l'environnement ou à la santé. Bon, donc il y a des choses comme ça, mais en attendant, on peut déjà se fixer des caps. Puis après, on va améliorer les choses. Mais premièrement, déjà, c'est de mettre les manettes de gaz au neutre et de tourner la barre. Bon. Puis après, on prend déjà un chemin et puis après, on va ajuster. Mais on est face à un enjeu universel. Et c'est là que tout le monde, comment dire, ne réalise pas ce que ça veut dire. Un enjeu universel, ça se traite à l'échelle universelle. Et donc, pour ça aussi que parfois, il faut être un peu indulgent, y compris sur notre pays. Je suis peut-être mal placé pour le dire, puisque je suis très exigeant, mais en même temps, je suis, comment dire, j'essaie d'être objectif. Quand on se balade dans le monde sur les enjeux écologiques, on n'est quand même pas parmi les pires. Voilà. Alors, ça ne nous exonère pas, et puis il faut tenir compte du passif aussi. Voilà. Mais il faut que chacun prenne sa part. Et quand on voit, je suis bien placé pour le savoir, l'énergie qu'on a dépensée pour faire signer un texte commun à la COP 21, qui était important ce texte, mais enfin qui n'a pas bouleversé l'ordre du monde, et qui en aucun cas n'a fait changer le cap de notre trajectoire. Et d'ailleurs, c'est un texte dont je craignais qu'il ait un effet pervers, et j'ai eu raison de le craindre, c'est que quelque part, on s'est dédouané sur ce texte, puisqu'il n'avait aucune valeur contraignante. Ça aussi, comment sur un sujet aussi important, il n'y avait pas une obligation de résultat et de moyens. Parce que sur ce texte-là, finalement, on s'est accordé sur le but. On discutait l'autre jour avec Jean-François Clairvoy de ça. Il disait, quand on veut résoudre un problème, il faut s'accorder sur 3 choses. 1, le but. 2, le comment. 3, les moyens. Donc là, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on s'est accordé sur le but, réduire nos émissions en 2050 pour rester dans la limite des 1,5 degrés. Comment ça se fait, arriver à ce niveau de décision politique entre les États, qu'on n'ait pas été capable de fixer le comment et les moyens? Est-ce qu'on en sera capable avec ces institutions-là? Non, pour l'instant, on en est bien incapable. Déjà, on a failli pas... Dans les dernières heures, le texte a failli ne pas être signé. Il a fallu quelques compromis de dernière minute. C'est un peu le mal de nos sociétés. Moi, je l'ai observé. Sur beaucoup de sujets, on se fixe un objectif dont on sait pertinemment qu'on n'en a pas les moyens, et sur lequel on ne se fixe aucun monitoring, c'est-à-dire qu'on ne l'évalue pas au fil du temps. Donc on dit, pour prendre un truc, par exemple, on va sortir du glyphosate en 3 ans. Déjà, j'avais eu ça à l'arrache. Mais est-ce que le lendemain où on fixe cet objectif, on devrait mobiliser toutes nos agences pour évaluer les alternatives et pour préparer la sortie du glyphosate? Bon, ben non. Il est déjà passé probablement plus de la moitié du temps, on n'a rien fait. Donc on sera incapable de sortir du glyphosate à la date convenue. Alors que si on avait fait un travail rigoureux, qu'on avait donné des moyens à des agences, qu'elles soient publiques ou privées, d'évaluer les alternatives, parce qu'il y en a beaucoup, quand on regarde sur notre territoire, et bien, un peu partout, il y a des gens qui se passent non seulement du glyphosate, mais parfois même de toutes sortes de pesticides, avec des rendements équivalents, et même parfois des rendements économiques supérieurs.
Donc on aurait dû faire ce travail. 3 ans, c'est très long, c'est très court si on ne fait rien, c'est très long si dès le lendemain. Et c'est aussi ce à quoi moi j'ai, à un moment ou à un autre, voulu cesser de participer, c'est de se fixer des plans dont on sait au moment où on les lance qu'on n'en a pas les moyens. Alors peut-être pas d'une manière malhonnête, en se disant les moyens viendront après, en disant la fonction créera l'organe. Mais voilà, quand on dit on va rénover 500 000 passoires thermiques par an, comme je l'ai annoncé, mais que quand je regardais dans le détail, je m'apercevais que Bercy avait diminué les aides pour les particuliers pour rénover ou isoler leurs bâtiments. On haussait les objectifs et on diminuait les moyens. Parce que souvent la politique, c'est l'art et la manière de cacher la misère. Pas intentionnellement. Parce que je ne veux pas apporter... mais parce qu'on entretient collectivement une grande illusion. On donne le sentiment que l'État a des moyens alors qu'il en a très peu. Il en a très peu, d'abord parce qu'il a laissé au fil du temps tout un pan entier de l'économie pour échapper à l'État. Voilà. Donc du coup, il est condamné à une forme lui-même d'austérité puisqu'il s'est privé de ressources très importantes, de tout un pan de l'économie, à commencer par l'économie spéculative, mais pas simplement l'économie spéculative. L'exemple simple, c'est des multinationales qui s'organisent par un système totalement légal mais immoral d'optimisation fiscale pour payer très peu d'impôts, ce qu'un particulier ou une petite entreprise ne pourrait pas se permettre de faire. Donc déjà, il n'a pas les moyens. Deuxièmement, on continue à investir sur des choses qui n'ont ou aucune utilité ou pas de priorité. Quand on est en période de crise, on définit ce qui est prioritaire. Et on cesse d'investir sur des choses qui ne sont pas prioritaires. Et quand tu prends à l'échelle de chaque collectivité, de chaque commune, pour ceux qui vivent en dehors des grandes villes, y compris dans les grandes villes, regarde le nombre d'équipements non nécessaires que l'on réalise simplement par mimétisme avec la commune voisine, alors qu'on pourrait mutualiser les équipements. Et quand vous mettez toutes ces sommes d'argent qui sont... voilà. Et donc... Tu parles du fait que les États ont perdu leur pouvoir monétaire, qu'ils l'ont abandonné au profit d'autres. Est-ce que c'est le cas de tous les États et de toutes les formes de construction du pouvoir ou simplement de nos démocraties? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres types d'États qu'on fait autrement? En tout cas, la tendance globale de cette fameuse mondialisation heureuse, c'est une tendance néolibérale, où l'État essaie de sortir de tout. Et on laisse la loi de l'offre et du demande dicter les règles. Et c'est une tendance générale, donc à l'illusion de laquelle on cède tous et qu'on ne remet pas en cause. Parce que c'est pas tant qu'on est cru en ça qui me pose problème. C'est qu'on a suffisamment de recul pour voir que ça n'a en rien réduit les inégalités. Au contraire, ça a laissé certaines inégalités se creuser, mais c'est surtout que c'est ce modèle néolibéral, cette mondialisation sans limite, ce libre-échange, qui a dopé la crise écologique, l'a alimentée, l'a accélérée, voilà. Et donc, et puis, c'est vrai que depuis Roosevelt, qui est le dernier exemple, en tout cas clairvoyant, de politique, petit à petit, les États ont perdu la main sur les puissances financières. Voilà. Alors Pour toi, le principal problème de crise écologique aujourd'hui vient du modèle néolibéral? Oui, alors, oui, quelque part, ce modèle a quelque part organisé, amplifié, structuré
à la fois l'épuisement des ressources, les grands déséquilibres, et les a décuplés. Individuellement, nous les hommes, on a une certaine difficulté, comment dire, à se fixer un certain nombre de limites. Bon, donc si l'État ne l'organise pas, l'homme il est ce qu'il est, hein, il fait un bref passage sur Terre, on ne peut pas lui demander d'être plus vertueux qu'il ne l'est. Il a l'angoisse de la mort pour beaucoup dans son cerveau. Donc est-ce qu'on peut lui en vouloir à un moment ou à un autre de céder à une forme ou d'ébriété ou d'égoïsme? Bon, pas à moi de faire le jugement. Mais le rôle de l'État, c'est de réfréner tout ça. Et puis de raisonner à court, à moyen et à long terme, et de trier dans les possibles, et de définir les voies qui ont une issue et ceux qui n'ont pas d'issue. Et quelque part, cette espèce d'organisation mondiale basée sur le libre-échange, sur une espèce de commerce outrancier, où tout devient marchandise, c'est quand même ce système-là qu'il a organisé, qu'il a structuré, qu'il a validé et qu'il protège comme le Saint-Suaire. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour redéfinir des biens communs? Et est-ce qu'il y a des institutions ou des groupements d'institutions qui pourraient avoir ce pouvoir? Déjà, est-ce que déjà les États et les Nations Unies auraient capacité à créer un groupe de réflexion sur ce sujet-là? L'ont-ils fait? Non. Cette notion de bien commun, on commence parfois, là, quand il y a une crise comme l'Amazonie qui brûle cet été, à le voir apparaître dans les discours. Enfin, moi je rappelle, à mon petit exemple, que du temps de Jacques Chirac, j'avais été à l'initiative d'une réunion d'une 60aine d'États à Paris pour la création d'une organisation mondiale de l'environnement, qui était un peu dans cet esprit. À l'époque, avec beaucoup d'énergie de Chirac et de Juppé à l'époque, et de Rocard aussi, je crois, on avait réuni 60 États, 64 États. L'idée de cette organisation mondiale de l'environnement, elle est partie avec l'eau du bain. On n'en parle même plus. Aujourd'hui, compte tenu des enjeux universels, des enjeux écologiques, du fait qu'on prend conscience que les biens communs, enfin de cette notion de bien commun, apparaît comme presque une valeur, il devrait y avoir, le secrétaire général des Nations Unies devrait faire un groupe de travail là-dessus. Ça me paraît très... Mais on reste, c'est marrant, les paramètres changent, mais nos attitudes pas. Nos institutions ne s'adaptent pas aux enjeux du long terme, à cette notion-là. Alors, quelle forme ça doit prendre? Un peu comme la Chambre du futur, déjà l'ouvrir à la réflexion. Il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à ces sujets-là. Il y a une littérature très importante, mais la difficulté dans nos sociétés, c'est le grand paradoxe, c'est que dans des moments de crise, on devrait être très disruptif. On devrait oser l'utopie. Bon. Parce que la situation elle-même, elle est disruptive. Souvent on me dit, mais vous n'êtes pas un peu radicalisé? On me dit, mais c'est pas moi qui me suis radicalisé, c'est la situation qui est radicale. Et c'est l'issue qui va être très radicale. Donc on a intérêt, nous, à être à proportion radicale dans ce qu'on veut proposer. Parce que c'est pas avec du miel des Vosges qu'on va régler la crise climatique. Bon, donc il y a un moment ou un autre, il faut y aller avec du lourd. Et alors le paradoxe de l'époque, c'est que quand on est en situation de crise, c'est propre à un individu et c'est propre à une société. On a tellement peur de perdre le peu qui fonctionne qu'on n'ose pas grand-chose. On fait les choses en petit. Les choses en petit, ça ne sert à rien. C'est pas démonstratif. C'est pas efficace. Et c'est pour ça qu'on a rarement été autant orthodoxe que dans notre époque. Alors que, pour avoir lu une goutte de l'océan de littérature sur tous ces sujets-là, ça c'est le propre de l'homme, il y a toujours des grands esprits partout, des gens qui se sont mis un peu en décalage et qui ont anticipé. Voilà. Il y a des alternatives qui ouvrent des chemins.
Mais ceux qui parlent aux oreilles des puissants, c'est toujours les mêmes. Et comme ils ont été parfois nourris au même biberon, et qu'ils sont précipités comme dans un fleuve en crue, ils n'ont pas le temps tout d'un coup de dire « Allez, je prends 3 ans de ma vie, puis je vais regarder ce qui se passe ailleurs et ce qu'on peut faire. » Et ils enchaînent, alors qu'ils devraient se ressourcer. Parce que l'économie, ce n'est pas une science figée, ce n'est pas une loi divine, y compris la création monétaire. Qui nous dit que le XXIe siècle ne peut pas créer une autre manière de commercer, d'échanger? Parce que, est-ce qu'on doit se résigner au fait que, sous prétexte de ne pas créer d'inflation ou de dévaloriser une monnaie, on va laisser des gens crever? Alors qu'il suffirait d'appuyer peut-être sur un bouton. Alors, si tu dis ça à un économiste, il va dire que vous n'avez rien compris à l'économie. Mais enfin, en 2008, quand il y a eu la crise monétaire internationale, on a fait tourner la planche à billets. Et il n'y a pas eu d'état d'âme. Et au passage, une grande partie de cet argent a servi dans la spéculation. Donc pourquoi est-ce que ce qu'on s'autorise... Alors, quand on dit sauver le système bancaire, tombons pas dans la caricature, c'était pas juste sauver les cigares des banquiers, bien entendu. Parce que derrière les banques, il y a les épargnants. Donc, il y a les retraites, les fonds de pension. C'est pour ça que je ne veux pas faire de démagogie. Mais en tout cas, ceux qui avaient le plus à perdre, bon, on n'a pas hésité. Et là, on a été disruptif. Mais pourquoi? Pour sauver des vies et peut-être même pour sauver l'habitabilité de la Terre, on s'interdit même d'y penser. Et c'est pour ça que si on ne sort pas de ce carcan, de ce que certains appellent notamment l'intégrisme économique, si on s'entête sur le modèle qui est un médicament qui empoisonne, je ne vois pas pourquoi ça marchera. Donc il va falloir qu'on emprunte des vrais chemins de traverse. Alors après, on peut les essayer à des échelles régionales, on peut les essayer... L'Europe serait l'extraordinaire espace politique et géographique pour faire jaillir un nouveau modèle économique. Mais quand on a quelqu'un qui préside la Commission européenne qui vient du Luxembourg, je ne veux pas faire d'attaque personnelle, mais c'est pas là qu'on trouvera l'ouverture d'esprit pour tenter, pour cesser les traités de libre-échange et pour oser faire de la création monétaire pour rentrer dans le monde de demain, quoi. On voit bien qu'on est rentré dans une civilisation mondialisée où tout a de l'influence en permanence et dans une situation très complexe, où on peut polluer à l'autre bout du monde et influer sur le climat de manière générale. Si je t'entendais dire ça, cette métaphore après la crise des Gilets jaunes, on n'est pas d'accord sur le diagnostic, et moi je pense qu'on est dans un état avancé de cancer, si je ne dis pas de bêtises. Alors, ce que je disais à l'époque, c'est que... comment dire? Il faut toujours éviter le simplisme. Par exemple, quand on dit les politiques n'ont rien compris, Macron t'a berné, tu t'es fait instrumentaliser. C'est jamais aussi simple que ça. Bon, alors s'il m'avait berné, ça veut dire que je suis naïf. Je pense qu'au moment où on se parle sur la situation écologique, il y a deux sincérités qui s'affrontent. Mais c'est deux lectures totalement différentes. Et pour un, on traverse une mauvaise toux, et l'autre, on a un cancer généralisé. Donc quand on traverse une mauvaise toux, un petit sirop fait l'affaire, et quand on a un cancer généralisé, il faut renvoyer du lourd. Bon, j'aime pas trop cette métaphore, mais c'est celle-là. Donc pour mon interlocuteur, lui, il avait mis du sirop à ma disposition, et moi j'avais besoin de radiothérapie, voilà. Et c'est pour ça, voilà, j'avais employé cette métaphore sur la maladie, parce qu'effectivement, si on dit aux gens, vous pouvez encore vous en sortir, mais si on dit aux gens c'est passager, voilà, et truc, et le diagnostic, c'est que on n'est même pas dans l'urgence. L'urgence, elle est derrière nous, l'urgence, c'est avant que ça crame. On est dedans, voilà, et il faut le dire. Mais comme, évidemment, un politique doit rassurer, un politique doit aussi
comment dire, calmer les plaies du quotidien. Donc c'est pas facile hein, d'être politique. Et tous ceux qui crachent dessus devraient aussi savoir que si tout d'un coup, du jour au lendemain, ils se trouveraient à leur place, c'est pas évident qu'ils arriveraient à faire mieux. Voilà, parce qu'il faut aussi avoir conscience de ça. Mais la première responsabilité, c'est de poser un bon diagnostic, c'est de dire la vérité. Parce que si on veut emmener les gens, s'il veut qu'ils comprennent pourquoi par moment il va falloir changer des choses, s'il veut qu'ils comprennent la pertinence, il faut qu'ils comprennent d'où on part, où on peut aller avant de dire où on veut aller. Parce que c'est très différent. Tout le monde veut aller au paradis, mais il y a différentes voies pour y accéder. Voilà. Et il y a des voies qui sont sans issue. Donc, si on imagine que la civilisation mondialisée dans laquelle on est un être vivant, et que pour survivre, pour régler cet état de cancer ou de tout avancer, elle doit maintenir son homéostasie, donc son équilibre et ses constantes vitales. On a les outils, on a les ressources qui nous permettent de dire « Ah, il y a ça qui va pas bien, il y a ça qui va pas bien », et on commence à avoir un début de solution, mais les organes moteurs et la décision, c'est comme si on avait d'un côté la conscience et de l'autre côté l'inconscience et qu'il fallait trouver quelle était la bonne voie. Mais dans le même temps, on a des entreprises qui se considèrent comme un organisme vivant, des États comme un organisme vivant, et chacun va chercher son intérêt. Est-ce qu'il ne serait pas temps de dire il faut qu'il y ait un individu qui décide Non, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est que c'est l'humanité qui est face à son destin. Voilà. Et donc, à partir du moment où on a dit ça, il faut trouver un mode de gouvernance qui permette de se fixer une trajectoire commune et des règles communes. Pour ça, pour ça que c'est un oxymore de parler de libéralisme, il faut des règles communes. Voilà. Et ces règles, elles doivent être faites en fonction des paramètres du XXIe siècle, l'épuisement des ressources. Par bon, les ressources s'épuisent, ben, il faut gérer la pénurie. Parce que la pénurie, ça peut se gérer, ça peut s'endiguer, mais après, quand il n'y a plus rien, ça ne se gère pas, ça se subit. Les équilibres climatiques ou les changements climatiques nous imposent de nous affranchir des gaz à effet de serre. Pas simplement des énergies fossiles, mais de tous les gaz à effet de serre. Bon, ben, il faut des règles communes. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on a un problème, enfin on n'a pas de problème, on a une projection démographique qu'il faut prendre avec prudence, mais bon, on risque d'accueillir encore quelques milliards de citoyens supplémentaires. Donc il va falloir les nourrir. Bon, ben, il va falloir sanctuariser les terres agricoles, plutôt que de les dilapider. Bon. Donc tout ça devrait faire l'objet de ce que les Nations Unies devraient faire. Mais elles ne sont pas adaptées à ça, elles ne sont pas programmées pour ça. Et il doit y avoir un lieu de pouvoir suprapolitique. Après, une fois qu'on a dit ça, comment on fait en sorte de respecter évidemment les démocraties, les votes des citoyens, voilà. Mais sur un certain nombre de sujets, je reste convaincu qu'il devrait y avoir cette autorité. Ben, quelque part, prends l'Organisation mondiale du commerce qui est basée à Genève, qui n'est pas une institution, mais en réalité qui édicte des règles qui sont pour beaucoup dans la situation dans laquelle on est. Quelle légitimité ils ont par rapport au vote des citoyens? Voilà. Donc ce qu'on accepte de l'OMC, on pourrait l'accepter d'une organisation mondiale des biens communs. Et qui soit... Ce qu'on accepte de l'OMC, enfin ce qu'on tolère, et que je trouve parfois même pas tolérable de l'OMC, si on écoute l'OMC, le TAFTA, le CETA, le Mercosur, c'est la clé universelle du bonheur planétaire. Mais on devrait devrait être pensé, et on devrait y travailler, cette organisation mondiale des biens communs, qui, elle, est une vraie autorité suprapolitique. Voilà. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que ça ne soit même pas dans le champ de réflexion.
Qu'est-ce que tu penses, puisque tu parles de ça, du fait que Facebook veut créer sa monnaie, que Google investit tous les champs de recherche possibles et imaginables, les Batix en Chine J'ai pas d'opinion, qu'elle soit sur les monnaies parallèles, les monnaies locales. J'ai juste une réflexion, encore une fois, c'est que le système monétaire n'est pas une loi divine définitive et qu'il y a peut-être d'autres manières de commercer. Et que pourquoi on ne donnerait pas la possibilité sur l'accès à des biens ou des services cruciaux de pouvoir permettre à des collectivités d'avoir des monnaies complémentaires. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on doit s'interdire les choses, voilà. Mais par contre, il faut regarder derrière. C'est pour ça que quand tu me parles de Facebook, voilà, quelles sont les intentions, voilà. Et c'est bien pour ça que je suis toujours très prudent, parce que je ne suis pas sûr que ceux qui ont inventé le Bitcoin l'ont fait dans un élan social, voilà. Donc, mais par contre que les États, les institutions ouvrent des voies, et il y a des gens très brillants qui ont travaillé sur ce principe des monnaies complémentaires. Moi, je ne pourrais jamais comprendre qu'une collectivité ne puisse pas avoir une forme de monnaie locale pour des accès aux soins, pour des accès à la nourriture, pour des accès au logement, qui ne seront pas en compétition avec d'autres monnaies ou d'autres États. Bon, donc je ne trouve pas très créatif. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas très créatif. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais parce que j'ai été faire une conférence dans une prison l'autre jour, mais qu'en 2019, la seule issue qu'on a pour comment dire, sanctionner quelqu'un qui a fait une faute, c'est la captivité. Je veux dire, en 2019, on n'est pas très créatif. Voilà. Bon, qu'on enferme un serial killer, bon, à défaut d'avoir autre chose à proposer, d'accord. Mais je vois tellement de gens en prison qui pourraient, on pourrait être beaucoup plus imaginatif sur les peines, tout en les mettant pas au banc de la nation, quoi. Bon, voilà, je pense à ça, mais voilà, ce que je trouve, c'est que je me trouve génial, comme dit Edgar Morin, sur un plan technologique, mais je me trouve parfois assez pitoyable sur un plan culturel et social, quoi. Comment on fait pour améliorer ce deuxième volet qui est pas assez développé? Bah, déjà on cogite, déjà on fait émerger des solutions, déjà moi à mon niveau c'est ce que je fais, hein, et chacun à son petit niveau, c'est de mettre dans la lumière des choses qui paraissaient impensables, de croire en l'utopie et surtout d'identifier les pistes, de les ouvrir et de faire en sorte, voilà, moi quand j'ai fait mettre dans la Constitution le principe de précaution, personne n'y croyait. Bon, je ne dis pas que c'était une avancée extraordinaire, mais il faut être des pionniers, il faut mettre dans la lumière des choses, il faut croire aux choses, il faut être curieux, il faut donner de la lumière à toutes ces pistes-là, bon, et chacun à son échelle. Mais comment faire en sorte que des choses d'exception deviennent les standards de demain? Voilà, c'est ça la question. Voilà. Mais s'il faut explorer dans toutes les directions, à quel moment est-ce qu'on sait qu'est-ce qui va amener un progrès et comment on définit le progrès? Alors, est-ce qu'il faut explorer dans toutes les directions? Je pense qu'il faut d'abord quand même se fixer des priorités, y compris dans la recherche. Par définition, la recherche doit peut-être chercher tout azimut, puisque parfois c'est justement dans des sentiers, hors des sentiers battus que l'on peut découvrir des alternatives ou des solutions qu'on n'avait pas imaginées. Mais quand même, l'argent public n'étant pas illimité, il y a des champs de recherche, pour moi, qui sont prioritaires. Et je les ai évoqués tout à l'heure. Après, moi, c'est vrai, quand on commence à parler d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, de ceci, de cela, je me dis, ok, mais enfin, bon, chaque chose en son temps, quoi. Avant d'aller chercher ou de comment dire, transposer notre destin de notre intelligence et l'intelligence artificielle,
essayons déjà de bien utiliser notre intelligence. Parce qu'en réalité, pour l'instant, nous sommes victimes de notre trop grande intelligence. Mais la difficulté, c'est que cette intelligence, qui quelque part est le produit de la science, elle s'est totalement désynchronisée de la conscience. Et c'est le grand drame des 50 ou ces 100 dernières années, c'est que notre conscience est totalement à la traîne de la science, ou en tout cas de son application technologique. Et ça, c'est la grande tragédie de notre époque. On fait les choses parce qu'on sait les faire. Mais on ne s'interroge pas de savoir si on a besoin de les faire. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on doit se fixer des priorités et qu'il y a des choses auxquelles on doit renoncer parce que pour l'instant, elles n'ont pas de sens. Est-ce qu'il ne serait pas temps de créer un grand parlement mondial et est-ce qu'il va falloir créer une insurrection pour ça? En attendant de ce Parlement mondial et de la forme, qu'on revient toujours à la même chose, hein, d'avoir une autorité un peu supérieure, encore une fois sur ce que j'appelle les biens communs. Après, quelle forme est-ce qu'il faut quels sont les représentants? Bon, après, les États, ils ont leurs propres représentants. Je veux dire, s'il y avait ces institutions, bah, la France ou l'Europe devraient déléguer ses propres représentants, comme on le fait au niveau européen, etc. Ce qui est très clair, et je ne vais pas en dire plus, c'est que nos institutions, comme nos démocraties, sont prises de court par les paramètres qui se sont pointés à la fin du XXe siècle et qui s'amplifient au XXIe siècle, les enjeux écologiques, l'intrusion du futur dans notre logiciel et la précipitation du temps. Voilà. On est à la ramasse. Voilà. On n'est pas trop mauvais dans le réactif. Nos sociétés gèrent bien les crises, les imprévus, le court terme. Voilà. Mine de rien, les États ne fonctionnent pas trop mal. S'il y a un tremblement de terre demain, il y aura une organisation qui va se mettre en marche. La couverture sociale chez nous, on peut toujours se plaindre, mais enfin ça marche. L'éducation, on peut se plaindre, mais enfin ça marche. Voilà. Il y a des choses qui marchent. Voilà. Mais tout va trop vite. Moi, quand j'étais au gouvernement, je passais mon temps à dire « laissez-moi réfléchir ». Voilà. Mais au début, je me suis dit que c'est parce que j'étais pas bon. Et en fait, je me suis aperçu que c'est parce que le système ne te donne pas la latitude. Donc un monde qui ne progresse que par réaction et pas par anticipation, c'est un monde qui court à sa perte. Paraît-il que ta conscience écologique vient d'une rencontre qui t'aurait bouleversé avec une baleine. Est-ce que ça pourrait être des êtres plus intelligents que nous? Est-ce qu'elle aurait pu te faire passer un message et te donner une vocation, une mission de militaire, TE2RE, de militant, TEMPS? Non, alors en fait, c'est pas tout à fait ça. Ma conscience écologique, elle a été graduelle, évolutive, elle est toujours en chemin. Et c'est la confrontation avec un certain nombre de réalités, confrontation avec le vivant, avec la beauté de la nature, mais la fragilité de la nature, la confrontation avec la puissance exponentielle de l'homme vis-à-vis de la nature ou de son propre. Voilà. Donc c'est toute cette perception, c'est-à-dire c'est notamment les fruits des années Ushuaïa, où j'ai vu la planète dans toute sa dimension, sa diversité, sa fragilité, son ingéniosité. Bon. Après, je cite souvent, c'est vrai, mes expériences avec notamment les baleines et cette complicité que j'ai eue avec la nature et qu'elle a eue avec moi, qui m'ont simplement, et d'autres parcours ont dû amener au même sentiment, fait réaliser que nous faisions partie de la même matrice et que ce n'est pas parce que je ne pouvais pas communiquer avec une baleine avec les mots qu'elle ne me comprenait pas. En fait, elle m'avait totalement scanné et elle savait exactement mes intentions et voilà. Et de la même manière, dans un autre ordre d'échelle, j'ai totalement changé mon regard sur le monde végétal. Donc je pense qu'il a une forme aussi d'intelligence, en tout cas à l'échelle collective, puisqu'il a réussi à compenser ce handicap originel de la fixité par une débauche d'ingéniosité.
Donc c'est simplement que ce que j'ai appris, c'est que, une, nous faisions partie de la nature, deux, que je ne nous plaçais pas au sommet d'une pyramide. C'est pas pour autant que je nous abaisse, hein, l'homme est capable aussi, à des facultés absolument dingues, mais je pense que nous n'avons pas accompli notre chemin encore. Tu parlais l'autre jour des grandes blessures narcissiques de l'humanité. Tu en as cité deux, est-ce que tu peux nous les redire? Oui, enfin j'en cite trois. La troisième, c'est celle que l'on vit actuellement, c'est-à-dire quand on voit combien les intellectuels, ceux qui pérorent sur les plateaux de télévision, qui ont des avis tranchés sur tout, et des certitudes sur tout aussi, ont du mal à, dans ce carrefour de civilisation qu'est le nôtre, cette crise existentielle qu'est la nôtre, à s'exprimer. D'ailleurs, ne s'expriment pas, ou souvent, d'ailleurs, quand ils s'expriment, c'est pour tourner en dérision les écologistes, la crise écologique. Cet été encore, certains d'entre eux, que je ne citerai pas pour ne pas leur faire trop de pub, se sont moqués de cette jeune Greta Thunberg. Je me dis, mais comment ça se fait, eux, qui sont prompts à réagir sur n'importe quel sujet de société, sur un sujet de civilisation, puisque nous sommes dans un carrefour de civilisation, pourquoi on ne les entend pas? Probablement d'abord parce que ils doivent s'en vouloir de ne pas avoir vu la crise écologique arriver. Pour eux, c'est inadmissible que l'homme soit un loup pour l'homme. Et probablement parce qu'il y a cette espèce de honte prométhéenne qui leur saute à la gueule de s'apercevoir que voilà, nous sommes victimes de notre succès et de notre aveuglement. Voilà. Et qu'ils étaient convaincus que le progrès était une espèce de machine avec un cliquet anti-retour, c'est-à-dire que ce couple qui s'est formé dans la modernité, avenir et progrès, qui faisait que demain était forcément meilleur qu'aujourd'hui, c'est un peu coincé, quoi. C'est un peu grippé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que c'est devenu un immense malentendu. Bon. Donc ça, je pense que c'est une forme d'humiliation pour eux. Voilà. Le mal est en nous. Et justement, le fait de l'identifier ne devrait pas nous mettre dans une situation de honte, mais justement dans une situation, comment dire, d'espoir et de pouvoir y remédier. Donc pour moi, c'est ça que j'appelle la troisième humiliation. Les deux premières que j'ai à l'esprit, c'est quand Copernic ou Galilée nous ont fait la démonstration qu'on n'était pas le centre du monde. Voir ce que ça a soulevé dans les religions comme indignation à l'époque. Et puis la deuxième qui me vient à l'esprit, c'est quand Darwin a tenté, parce que ça n'est toujours pas acquis, et notamment aux États-Unis, de nous faire la démonstration que les hommes n'avaient pas fait l'objet d'une création séparée, c'est-à-dire que nous avions une matrice commune avec l'ensemble du vivant, et que nous avions 97% de patrimoine génétique en commun avec les poulpes, qui au passage sont beaucoup plus intelligentes qu'on l'imagine, et que nous descendions d'une branche commune avec les grands singes ou les singes. Et ben, quand tu vois que dans certains États aux États-Unis, on interdit même l'enseignement du darwinisme, voilà, donc parce que l'homme pense que lui, il a fait vraiment l'objet, il y a la nature d'un côté, qui a été une espèce de cuisine évolutive, mais l'homme à côté, lui, qui évidemment a été fait dans les matériaux les plus nobles. Ouais, c'est comme nous, on est dans une tempête climatique, donc dehors, il y a du gros temps. Ouais, dans mon souvenir, c'était Freud qui parlait de la troisième blessure narcissique et il disait que le maître n'était pas le maître en sa demeure, il n'y a pas de capitaine dans le vaisseau, ou autrement dit, quand on connaît la racine de l'écologie, on n'est pas capable de gérer la science de notre maison. À quoi ça te renvoie? Est-ce que finalement, est-ce qu'on n'est pas voué, comme tu parles souvent du bug humain, à être fataliste ou à devoir se transformer et se hacker? L'enjeu du XXIe siècle, qui est un enjeu qui devrait nous enthousiasmer,
c'est de définir les fins. Les moyens, on les a. Et le fait justement que la crise climatique, pour ne parler que d'elle, nous enjoint de précipiter collectivement, de définir les fins, devrait nous réjouir. Vous êtes à bord d'un bateau ici, si vous vous mettez en gouvernail automatique et que personne ne sait, regarde la table à cartes, regarde sur les écrans radars où vous allez, ce qu'il y a à l'horizon, vous allez mal dormir. Bon, alors que ce bateau est capable d'affronter des situations probablement délicates et difficiles, mais il faut le programmer pour ça. Bon, voilà. Donc ce XXIe siècle, il devrait être salutaire. Est-ce que nous allons esquiver ce rendez-vous critique avec nous-mêmes, ou est-ce qu'au contraire, on va le regarder d'une manière lucide? Et pour ça que le XXIe siècle, enfin, tendance à penser que, pour faire très court, dans l'histoire du monde et de la planète, il y a eu deux étapes importantes. Il y a eu le saut de la vie, quand la vie est apparue. Après, il y a eu le saut de l'esprit, c'est-à-dire quand l'homme a pris conscience de lui-même. Et là, on a un troisième saut à faire, qui est aussi important que les deux premiers, sauf que là, il dépend de nous, c'est le saut du sens. Voilà. Quel sens on veut donner à tout ça? C'est clair que ça ne va pas être sorti d'un programme politique. Ça ne va pas spontanément arriver sur un plateau d'une chaîne d'infos en continu, cette question du sens. Mais c'est en train d'émerger de, comment dire, cheminer un peu partout dans le monde. On le voit bien, vous en êtes ici le témoin. C'est une force de rappel nécessaire. Prévisible parce qu'on était très loin dans l'excès, dans la perte de sens, et que partout, des individus, des associations sont en train de, justement, de s'interroger sur cette question du sens. Est-ce que les États pourront faire la même chose? Parce qu'elle est, encore une fois, essentielle. Toi qui citais Einstein, j'ai toujours mis en exergue de la plupart de mes livres cette phrase d'Einstein qui disait « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions ». Ben, les moyens, ils sont là, maintenant, on s'attelle aux intentions. Voilà. C'est aussi basique que ça. Serons-nous capables d'organiser de préciser nos intentions? Et dans nos intentions, toute intention n'est pas solvable, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trie dans les possibles. On peut pas et notamment se débarrasser de cette idée, de cette promesse faite à chacun d'entre nous d'accéder d'une manière illimitée à des besoins limités. Voilà. Cette promesse, il faut qu'on l'évacue. Cette promesse que la technologie est un diffuseur de bonheur, que le numérique, le digital, voilà. Donc il faut qu'on fasse, à un moment ou à un autre, il faut qu'on épure un peu. Voilà. Quand on t'entend, et pour reprendre les mots d'Einstein, j'ai l'impression qu'on n'essaye pas d'apprendre à un poisson à grimper aux arbres, mais qu'on est ce poisson et qu'on essaie de s'enseigner à grimper aux arbres. Non mais nous les humains, on a accompli une grande phase d'évolution. C'est le moins qu'on puisse dire. On vient de se redresser. Hein. Mais à l'échelle du temps, ça s'est fait hier. Mais on a encore quelques étapes à franchir. Puisque tu parles de ça, est-ce que tu as lu les 3 bouquins de Yuval Noah Harari? Non, enfin j'ai parcouru le premier, mais pas les Sapiens. Mais, voilà. Il fait 3 constats de prospective sur l'humanité. Il dit qu'on va chercher le bonheur, la vie éternelle et des pouvoirs divins. Et que c'est difficilement contrable parce que justement le bug humain et parce qu'on en veut toujours plus. Non mais
tout dépend ce qu'on va mettre derrière le mot bonheur. C'est pas un gros mot, mais il ne faut pas se tromper, il y a des illusions, des artifices qui n'ont rien à voir avec le bonheur. Et un bonheur isolé n'est pas un bonheur. Un bonheur individuel, un bonheur qui n'est pas partagé, est-il un bonheur? C'est une vraie question. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est de découvrir que notre cerveau a des faiblesses, et il a évidemment des vertus, ce qui fait quand même de nous une espèce à part. Mais il a du mal à résister, sans faire de paraphrase religieuse, à la tentation. Nous sommes en permanence soumis à des tentations et nous nous créons des tentations en permanence. Et ne pas résister à ces tentations, y céder, comme disait Orson Welles, la meilleure manière de résister à un désir, c'est d'y céder. Et ça nous ramène à une notion importante qui est nos aspirations individuelles et intimes, c'est la notion de liberté. Est-ce que d'être en permanence sous le feu de tentation, sous ce que certains appellent la tyrannie du désir, c'est-à-dire d'être en permanence sollicité par des désirs qu'on ne soupçonnait pas la veille, mais auxquels on ne peut pas résister le lendemain, et que l'on oublie une fois qu'on a cédé pour être de nouveau tenté par un désir supplémentaire le lendemain, est-ce que c'est une expression de la liberté? Non, c'est une expression d'un asservissement, d'une forme d'esclavagisme moderne. Donc, être libre, c'est s'affranchir de ça. Et donc, c'est aussi le combat du XXIe siècle, c'est de ne pas laisser tout un système que auquel nous avons participé, que certains ont élaboré, mais que nous avons encouragé, nous emmener dans une espèce de dépendance totalement pernicieuse. Mais c'est vrai qu'il faut lutter contre ça parce que notre cerveau, lui, depuis la nuit des temps, si on en croit ceux qui sont intéressés à nos neurones, il a du mal à résister à la tentation. Parce que chaque stimuli, chaque sollicitation est récompensée par une molécule qui s'appelle la dopamine. Si on n'avait pas cette glande qui sécrète la dopamine, on se laisserait mourir. Et l'homme n'aurait pas traversé toutes les épreuves. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on reçoit une profusion de stimuli et on n'est pas capable de trier dans les stimuli essentiels et des stimuli pervers. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on reprenne en main notre esprit, enfin, qu'on soit pas des êtres subordonnés à des forces de persuasion clandestines qui en fait sont en train de dicter notre quotidien. Et donc quelque part on est aussi confronté à un exercice de liberté, mais pas la liberté au sens où on pourrait l'entendre, qui est l'absence de règles. La liberté, étymologiquement, c'est la loi qu'on se fixe à soi-même. Donc ce n'est pas une absence de règles, c'est justement des règles individuelles et communes qu'on se fixe. Donc il faut lever ce malentendu. Ce qui est vrai pour les individus est vrai pour les sociétés. Il faut se fixer des règles communes. Ça, c'est la liberté. Là où la liberté opprime, la loi libère, en quelque sorte. Ta génération a vu mettre en place un groupe d'experts international sur l'étude de la biodiversité et du climat. Est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre en place un groupe d'experts sur les comportements, sur nos manières de gérer nos structures, avec des juristes, des économistes, des neurologues mais en même temps, ça s'appelle la politique aussi. C'est-à-dire que normalement, la politique, il y a la science qui dit, qui peut éclairer, mais après, il y a la politique qui doit organiser. Mais il faut revenir à la tradition politique athénienne, pas partisane. Voilà.
Et donc, quand on a des informations, et on est submergé d'informations, il n'y a pas un déficit d'informations sur l'essentiel. Après, ce qui devrait faire la grandeur des politiques, c'est en fonction de ces informations, y apporter les corrections, les guides, et les règles qui en découlent. Et c'est là que pour l'instant le bas blesse. Voilà. Après, quelle forme dans une démocratie qu'il faut préserver, mais qu'il faut probablement revitaliser, dans lequel la science devrait avoir, à mon avis, un peu plus de poids, dans lequel les citoyens devraient être associés à l'élaboration des politiques pour en comprendre la pertinence. Parce que le citoyen, il faut aussi qu'il accepte qu'il a ses propres contradictions. Un politique est sous le feu d'injonctions contradictoires en permanence. Donc si le citoyen, justement, ne participe pas à élaborer, à s'approprier, à comprendre les règles politiques, dans cette soif de liberté qu'il a, il aura tendance à s'y opposer. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être à toutes les étapes que le citoyen, qui est représenté, tu me diras, dans des institutions, mais il ne se sent pas suffisamment représenté. Et donc cette idée, par exemple, que des citoyens tirés au sort puissent participer à la Chambre du futur, pourquoi pas? On le fait bien pour les assises. Est-ce que ce n'est pas les gens qui se sentent concernés qui devraient finalement... Parce que les rapports du GIEC, ils sont destinés aux décideurs, mais ils ne les lisent pas. Alors, ils lisent les synthèses qui sont suffisamment explicites. Ils n'ont pas besoin de lire les milliers de pages des rapports du GIEC. Il y a les synthèses, et dont les enseignements essentiels sont repris après par les journaux et sont accessibles dans leur compréhension. Voilà, les modélisations. Un rapport du GIEC, il est étayé scientifiquement pour qu'il ne soit pas critiquable ou remis en cause. Mais de quoi les citoyens, les politiques ont besoin de savoir? Ils ont juste besoin de savoir quelles sont les perspectives, quelle est la situation, quels sont les scénarios et ce qu'il faut faire. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de plus de précision sur le sortir des énergies fossiles? On a bien compris que c'était la priorité des priorités. À partir du moment où il faut sortir des énergies fossiles, il faut éradiquer tout ce qui nous met en dépendance des énergies fossiles et faire jaillir ce qui permet de nous en affranchir. Bon, on en sait déjà, mais ça fait longtemps qu'on le sait. Après, ce que les rapports du GIEC nous apportent, c'est que, par définition, les scientifiques avancent avec prudence et que, pour finir, les événements montrent qu'ils ont été trop prudents. Mais c'est le propre des scientifiques d'être prudents. Mais dans les manifestations au quotidien, les scénarios intermédiaires, ce qu'ils appellent l'intensification et l'amplification des extrêmes, ça va beaucoup plus vite qu'ils ne l'imaginaient. Enfin, c'est pas qu'ils l'imaginaient, qu'ils ne s'étaient prononcés, mais parce que chacun savait qu'il y avait des effets de seuil et des effets d'emballement. Les enjeux climatiques, comme l'érosion de la biodiversité, ce n'est pas un processus linéaire. Il y a des processus d'emballement. Il y en a un que, ici à bord, vous devez connaître, c'est que un des principaux lieux sur lesquels on stocke le carbone, ce sont les océans. La capacité de dissoudre le CO2 d'un océan diminue avec l'élévation de température. Donc on voit bien l'effet d'emballement. Quand la banquise arctique se réduit comme peau de chagrin, au lieu d'avoir une surface blanche qui réfléchit dans l'espace une partie d'énergie qui arrive du Soleil, à la place d'une surface blanche, comme sur ces parties polaires, les rayons du Soleil arrivent d'une manière oblique, l'eau est noire. Et donc elle capte beaucoup plus d'énergie du Soleil que... voilà, donc au lieu d'avoir une surface qui réfléchit, on a une surface qui absorbe. Et donc là aussi on rentre dans un effet d'emballement. Quand du coup les températures en zone boréale et australe repassent régulièrement en positif, et dans le permafrost, des matériaux organiques qui sont issus de périodes plus chaudes, la décomposition reprend
alors qu'elle était figée depuis des lustres. Et le gaz qui est consécutif de la décomposition organique, c'est un des pires gaz à effet de serre, c'est le méthane. Donc on n'est que dans des effets comme ça d'emballement, mais qui étaient parfaitement modélisés. Et voilà, donc l'idée qu'on allait prendre, je sais pas, 1/100 de degré, et voilà. Non, on a paf, paf, paf. Et là, on sent qu'on est dans cet effet d'emballement avec, après, il fait plus chaud, la forêt est plus sèche, elle brûle plus facilement, elle libère plus de CO2. Et cette espèce de cercle vicieux qu'on ne veut pas voir venir, voilà, mais voilà, qui fait que quand on dit qu'on est un peu catastrophiste, ce qui est catastrophique, c'est toujours d'essayer de minimiser les choses. Ouais, d'une certaine manière, les catastrophistes seraient des lanceurs d'alerte pour éviter la fatalité de se produire. Non mais ce qui est catastrophique, c'est la situation, c'est ce qu'on a généré. Ce qui est catastrophique, c'est l'absence de réaction. Ce qui est catastrophique, c'est la disproportion entre les mots prononcés dans des tribunes et les moyens qu'on met en face. C'est ça qui est catastrophique. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça. Ce qui m'angoisse, c'est de voir le temps passer, alors qu'on en sait depuis très longtemps assez pour anticiper, et qu'à un moment ou à un autre, on va perdre la main. Parce que, à petite échelle, cet été, quand l'Amazonie brûlait, d'envoyer des Canadair, c'était un peu dérisoire, quoi. C'est qu'à bout d'un moment, prends un exemple, une petite conséquence locale, enfin petite, pardon, hein, mais énorme pour ceux qui sont concernés, la prolifération des sargasses dans les Caraïbes. Je suis bien placé parce que je me suis attelé au problème. On n'a pas de solution pérenne. On est dépassé. Voilà. On ne met pas de pansement sur une hémorragie interne. Donc, voilà. En guise de conclusion, l'exploration est-elle vectrice de progrès du coup? Pas toujours. Même souvent, elle est nécessaire parce elle fait partie de nos gènes. Ce qui fait la grandeur et la faiblesse de l'homme, c'est de ne pas se limiter à un horizon palpable. C'est-à-dire d'aller chercher, voir ailleurs, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Si la médecine a fait de tant de progrès, c'est qu'on ne s'est pas contenté de la partie visible. Si la recherche a pu aussi avancer dans d'autres domaines, c'est que on regardait la Lune et on s'est dit elle est là donc on va y aller, comme on a regardé l'Everest et on y a été. Maintenant il y a une partie de nous que nous n'avons pas suffisamment explorée, c'est l'esprit. Voilà. Et c'est cette troisième dimension qu'il faut, à mon avis, explorer. Voilà. Et qu'avant d'aller chercher sur la Lune des bouées de sauvetage, regardons en nous ce qui dysfonctionne. Comprendre pourquoi, justement, nous sommes victimes de notre trop grand succès. Et c'est cette partie-là qu'il faut essayer de domestiquer. Voilà. Et d'essayer de comprendre comment créer du lien dans les relations humaines plutôt que de créer toujours de la confrontation. C'est plutôt vers ça, à mon avis, qu'il faut. L'exploration, des choses à découvrir, on en aura toujours. Mais l'urgence, là, pour les décennies qui viennent, peut-être en tout cas pour le siècle qui vienne, c'est dans ce sens qu'il faut explorer. Comment, pardon d'employer des trucs qui peuvent paraître totalement neuneux, mais qui sont essentiels, miser sur l'amour plutôt que sur la haine. Voilà. Et comment faire jaillir les grandes vertus du XXIe siècle, la solidarité, la diversité, la sobriété et l'humilité. Voilà. Ça doit être les vertus cardinales. Et comment en faire un espèce de carcan qui nous guide. Donc, dit autrement, la prochaine révolution à laquelle on doit aboutir, c'est pas une révolution technologique, pour moi, c'est une révolution de l'esprit.